Donc, première partie, l'acte d'union de 1840. Les causes de l'acte d'union, comme c'est inscrit ici, c'est essentiellement le rapport Durham. On peut dire les rébellions qu'il y a eu au Haut et au Bas-Canada quelques années auparavant. Et essentiellement, Durham va proposer certaines pistes pour résoudre tout autre problème qui pourrait s'ensuire. Il essaie d'identifier, bref, les causes des rébellions. Et pour ce qui est du Haut-Canada, il va considérer que si l'Assemblée pardonnez-moi, l'Assemblée consultative avait plus de pouvoir, probablement qu'il n'y aurait pas eu ces rébellions-là. Alors, il va recommander un gouvernement responsable, c'est-à-dire un gouvernement qui a réellement un lien avec l'Assemblée qui vote, là. Bref, que le peuple ait un certain pouvoir. On peut dire ça ainsi. Pour ce qui est du Bas-Canada, son diagnostic va être que le peuple canadien-français est un peuple sans histoire, sans culture et très peu scolarisé. Et ainsi, l'une des pistes de solution qu'il va proposer est l'assimilation des Canadiens-français. Faut bien comprendre que ce n'est pas là une mesure entièrement méchante. Pour Durham, ça serait d'augmenter leurs possibilités commerciales pour les Canadiens français. En fait, s'ils parlaient davantage anglais, s'ils étaient davantage instruits, et bien sûr dans des écoles anglaises. Donc, pour lui, c'est la cause de ces rébellions-là. Et si vous voulez, l'espèce de problème qu'il y a entre la culture française et anglaise au niveau de la colonie. On va proposer des mesures qui vont dans ce sens-là. Alors, les conséquences de l'acte d'union, représentation égale à l'Assemblée législative des deux Canada, alors que le Haut-Canada est moins peuplé. Essentiellement, je descends un peu en bas pour vous montrer ce schéma. À l'époque, la population du Haut-Canada est inférieure au Bas-Canada. Cependant, lorsqu'on va appliquer l'acte d'union, on va inclure 42 députés de chacun des territoires qui étaient autrefois le Bas-Canada et le Haut-Canada, qui deviennent, sous l'acte d'union, le Canada-Ouest et le Canada-Est. Le Canada-Est étant le Québec actuel et le Canada-Ouest étant l'Ontario actuel. Alors, ayant le même nombre de députés pour une plus faible population en ce qui a trait, au Canada-Ouest, ça signifie que chaque personne au Canada-Ouest a donc théoriquement plus de pouvoir qu'au Canada-Est, ce qui crée un désavantage. Et ce qu'on espère chez le gouvernement britannique, c'est que cet équilibre entre guillemets entre les deux Canada va permettre des mesures qui sont plus favorables aux Anglais, comme il y a quand même un certain nombre d'anglophones au Canada-Est et qu'il y a très peu de francophones au Canada-Ouest en situation de pouvoir, on pourrait dire. Alors, ils espèrent que ça va amener un équilibre en faveur des Anglais et une certaine assimilation là, des Canadiens français. L'anglais devient la langue officielle au Parlement. Bien sûr, quoi de mieux pour enlever le français que de mettre l'anglais. La dette élevée du Haut-Canada est partagée avec le Bas-Canada. Je vous réfère ici à une étude de Pierre Corbeil, un historien du cégep de Drummondville autrefois, qu'il m'a déjà enseigné. Et essentiellement, il avait fait un calcul intéressant qui évaluait à environ 6 millions de dollars à l'époque la dette que le Haut-Canada a transférée au Bas-Canada. Donc, si on prend ce montant-là, et là, il y a eu tout... c'est un sujet assez chaud, encore aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que cette dette représenterait aujourd'hui. Il faut que vous compreniez qu'il y a, on va le voir dans les derniers chapitres, une guerre entre fédéralistes et indépendantistes qui va... disons, apparaître au cours des années 1980 et qui se poursuit encore aujourd'hui, et que le paiement de cette dette-là, dans le cas d'une indépendance du Québec, devient très pertinente. Alors, plusieurs historiens, que ce soit des historiens souverainistes ou fédéralistes, vont tenter d'apporter certaines valeurs à ce montant-là, et on a des choses, là, j'ai fait vite une petite revue des articles disponibles, j'ai vu... c'était 4 milliards de dollars, excusez-moi, pour le plus pessimiste. Et le plus optimiste
me semble un brin absurde, on va s'en dire, c'est 300 milliards de dollars, ce qui équivaut à plus que ce que le Canada produit par année. Donc, c'est très peu probable là, dans un... Bref, vous amuserez à les lire, mais l'étude de Pierre Corbeil sur le calcul du 6 millions à l'époque, elle, à ma connaissance, est peut-être contestée un peu, mais j'ai jamais vu aucun article là, qui remettait directement le chiffre de 6 millions aux oubliettes. Cependant, c'est qu'est-ce que ce 6 millions-là représente aujourd'hui qui est l'enjeu. Donc, on peut supposer, c'est quand même un montant assez intéressant. Si on prend des méthodes standards, ça nous amène autour de peut-être 8-9 milliards de dollars là, dans ces eaux-là. Donc, le chiffre le plus pessimiste, 4 milliards, est quand même en deçà de cet argument, mais il reste somme toute assez près. Bien entendu, les Canadiens français ne sont pas très ravis de cet acte d'union. On va commencer à créer des organismes, des regroupements de personnes, et il y en a un en particulier qui peut nous intéresser en ce qui a trait à sa contestation. C'est Jean-Baptiste, j'ai oublié son dernier nom, Jean-Baptiste Éric Dorion, qui est membre du Parti rouge, qui est un député, qui a un journal très influent à l'époque à Montréal qui s'appelle L'Avenir. Et pour la petite histoire, chers habitants de Drummondville et de la région, comme c'est mon cas, en fait, c'est que suite au rapport du RAM, il a décidé qu'il allait créer dans le milieu du canton de Durham, à la limite du centre du Québec et des cantons de l'Est, un village qui porterait le nom de son défunt journal, L'Avenir. Et le village de L'Avenir, à l'est de Drummondville, est ce village-là qui subsiste encore aujourd'hui et qui allait devenir, dans ses dires, l'un des chefs-lieux de la culture canadienne-française. Donc, pour les habitants de L'Avenir, c'est bon à savoir. Je vais mettre une vidéo plus bas là, sur un vestige encore de cette époque qui reste, c'est-à-dire le pont à l'entrée du village de l'Avenir s'appelle le pont de l'Enfant Terrible, et c'était son surnom à l'époque à M. Dorion. Donc, pour ce qui est des changements dans l'économie coloniale, le dernier point qu'on va voir dans cette vidéo-là, en fait, les relations économiques entre la Grande-Bretagne et ses colonies vont se modifier. C'est-à-dire que dans le régime colonial authentique, la métropole achetait à bon prix les biens de ses colonies et en échange lui revendait des produits manufacturés. À partir de ces années-là, autour de 1840, un peu avant et un peu après, on va voir que la Grande-Bretagne va plutôt prioriser un libre-échange entre les États. C'est un certain avantage pour eux dans la mesure suivante. Imaginez par exemple que je veux acheter des billots de bois pour mes navires. Je les achète par exemple, je donne un chiffre comme ça, 40$ du billot à ma colonie, et je sais que c'est un très bon prix, ça vaut le double. Alors si, par exemple, je me retrouve dans les dettes quelques années après, eh bien, les premières mesures que je vais dire, c'est que je vais arrêter de payer 20$ de plus du bio juste pour faire plaisir à ma colonie. Je vais plutôt les vendre, les acheter au compétiteur qui, lui, les vend peut-être 22-23$. Donc, cette mesure de libre-échange-là va affecter le Canada, bien sûr, parce que la quasi-totalité de nos exportations va vers la Grande-Bretagne à l'époque. Alors, tranquillement, c'est à partir de cette époque-là, on va se tourner vers le partenaire commercial le plus logique que nous ayons, c'est-à-dire, si on se fait à la carte ci-dessous, les États-Unis d'Amérique, qui sont juste au sud de nous. Donc, on va tranquillement voir un retrait de ces tarifs préférentiels-là. Non pas qu'ils vont arrêter d'exister du jour au lendemain, mais ça va quand même diminuer. Et proportionnellement, notre commerce avec les États-Unis va également augmenter. Cependant, il faudra attendre 1920 avant de voir une égalité entre les échanges à la Grande-Bretagne et des États-Unis. Alors, c'est pas pour tout de suite que les États-Unis deviennent notre premier partenaire commercial, comme c'est le cas aujourd'hui. Cependant, c'est à cette époque-là que le premier pas a été fait. Donc, c'était tout pour la première partie. Je vais continuer le point 1.4 dans la prochaine vidéo pour respecter le nombre de temps que YouTube veut bien m'accorder.